Salut à tous et bienvenue sur Blue Planet. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Canal 7 pour une nouvelle aventure à travers la planète bleue. Dans un premier numéro du mois de mai, nous découvrons la grande aventure des mammifères et leur origine. Pour la petite histoire donc, l'Afrique est le dernier continent où l'on puisse se faire une idée de ce qu'a été la grande aventure des mammifères. Et jamais la Terre n'a connu d'animaux aussi évolués, vivant souvent en groupe et dotés d'une organisation sociale avec ses règles et ses codes. Qu'ils vivent dans l'eau ou sur la berge, les chercheurs nous apprennent que tous les mammifères ont du sang chaud et du poil, même ceux qui semblent les plus nus. Ils ont tous le même nombre de vertèbres cervicales, c'est-à-dire 7. Et voici donc la question de la semaine, la toute première du mois de mai. Selon le documentaire qui va suivre, sur quel continent peut-on encore se faire une idée de la grande aventure des mammifères? Vous avez le choix entre 3 réponses. La réponse A, l'Afrique. La réponse B, l'Amérique. La réponse C, l'Asie. Envoyez donc tout simplement vos réponses précédées du code 7B au numéro 8877. Multipliez vos jeux et multipliez vos chances de remporter un ordinateur portable lors du tirage au sort de la fin de ce mois de mai. Je vous invite donc à suivre avec attention ce documentaire et nous nous retrouvons juste après. A tout de suite. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures venaient d'échouer complètement dans leur conquête de la Terre. À peine disparus, la relève était prête. D'autres organismes vivants qui attendaient leur heure depuis des millions d'années. Des êtres fondamentalement différents, comme si la nature s'était déjà préparée à l'échec des grands reptiles. Commençait alors la grande histoire de créatures pleines d'avenir, les mammifères. Leurs débuts ont été modestes. Les tout premiers ressemblaient sans doute à des sortes de souris bizarres. En tout cas, ils étaient minuscules. Quelques dizaines de millions d'années plus tard, on pouvait mesurer la réussite de leur évolution. Des animaux de grande taille, parfaitement adaptés à leur milieu. L'Afrique est le dernier continent où l'on puisse se faire une idée de ce qu'a été la grande aventure des mammifères. Jamais la Terre n'avait connu d'animaux aussi évolués, vivant souvent en groupe, dotés d'une organisation sociale avec ses règles et ses codes. Ces grandes antilopes qui vivent dans la moitié sud-orientale du continent sont des hippotraques noirs. Pour faire sa cour, le mâle marche derrière la femelle en levant régulièrement l'antérieur. Chaque espèce, ou presque, a son rituel amoureux, son langage de soumission ou d'esquive, un comportement reproduit de génération en génération depuis des dizaines et des dizaines de millénaires. Dans ces paysages intacts, on a sous les yeux l'image de la vie telle qu'elle se déroulait probablement sur une grande partie du globe il y a 1 million d'années. Les mammifères ont exploré toutes les directions, tous les milieux. Ils se sont incroyablement diversifiés. Quand chacun a trouvé sa niche, il y a adapté sa morphologie.
Qu'ils vivent dans l'eau ou sur la berge, tous les mammifères ont du sang chaud et du poil, même ceux qui semblent les plus nus. Ils ont des façons de se tenir, de bouger, souvent radicalement différentes, mais ils ont tous, y compris la girafe, le même nombre de vertèbres cervicales, 7. Chez elle, simplement, chacune mesure une trentaine de centimètres de hauteur. La girafe a sur la tête comme des embryons de cornes. On a cru longtemps qu'elle avait perdu ses vraies cornes au fil de l'évolution et qu'il n'en restait plus que des moignons. On sait aujourd'hui que l'espèce n'a jamais eu de cornes plus grandes. Le poids qu'elles auraient rajouté sur son crâne l'aurait contrainte à bouleverser sa morphologie. Pour supporter le poids de sa tête, le cou aurait dû s'épaissir, le corps et les membres devenir plus massifs, et alors la girafe aurait été un animal trop lent et trop lourd pour survivre. Une multitude d'espèces de mammifères ont disparu de ces paysages. 40% ces 20 000 dernières années. L'homme n'y était encore pour rien. Elles étaient simplement incapables de s'adapter aux modifications du milieu et à la compétition sur leur territoire. Celles qui sont parvenues jusqu'à nous sont les meilleures. Chaque animal a développé des spécificités qui lui donnent sa chance dans la vie de la savane. Le guépard a eu chaud aux pattes. La course n'a duré que quelques secondes, mais comme d'habitude, avant de se remettre en chasse, il va devoir attendre. C'est sa faiblesse. Une température du corps qui monte et un cœur qui bat la chamade à 150 pulsations minutes. Le guépard a été gêné dans les virages par la raideur de ses membres inférieurs. C'est la chance de sa proie. Dommage, les conditions étaient bonnes. Il n'y avait ni hyène ni vautour à l'horizon qui aurait pu lui voler sa chasse. Il a des allures de seigneur, mais le quotidien est souvent austère. C'est une bête de course qui a tout sacrifié à la vitesse. Alors il n'a ni les armes, ni la force pour défendre ses proies ou ses jeunes. Chez les guépards, moins d'un jeune sur deux atteint l'âge de 3 mois. C'est la faute aux hyènes et aux lions. Les lions et les guépards sont de la même famille, mais ne s'entendent pas. Chaque fois qu'il en a l'occasion, le lion tue le guépard. Il y a bien quelques moments d'alerte, mais la crainte de tous les instants qu'on imagine entre proie et prédateur n'existe pas. On ne peut pas vivre dans la peur constante d'être mangé. Il y a plutôt d'autres soucis à partager. À la saison sèche, qu'on soit antilope ou éléphant,
On ressent sans doute la même détresse quand on parcourt des kilomètres et qu'on arrive devant la dernière mare à sécher. Quand les conditions sont difficiles, c'est plus dur encore si on est vieux. Chez les lions, quand on a à peine 10 ans, on est déjà presque au bout de sa vie, souvent seul et laissé pour compte. La compagnie d'un éléphant est une aubaine. À cet âge, on ne chasse plus très bien et on se satisfait de la charogne. Ceux là-bas ont de la chance. Ils sentent que rien ne peut leur arriver avec leur grande famille en marche. Déjà, un groupe, c'est rassurant, mais un groupe d'éléphants. La famille va au bain. Que ce soit un bain de boue, de poussière, c'est le bonheur de bien des animaux. Ça les nettoie, ça les rafraîchit, ça les protège, ça les habille aux couleurs de la terre. Des espèces différentes portent le même uniforme. Les phacochères ont la tenue des éléphants. C'est une marque d'appartenance au territoire qu'ils partagent. Ce rhinocéros noir est un rhinocéros blanc qui sort d'un bain de boue. C'est le plus gros mammifère terrestre après l'éléphant et l'un des moins répandus. Il ne subsiste plus que dans 2 poches minuscules, en Ouganda et en République du Congo, sous réserve de guerre et de braconnage, et beaucoup plus sûrement en Afrique du Sud, dans la province du Natal. Il pèse plus de 2 tonnes. Il est construit comme le survivant d'un autre âge. Campé sur 4 colonnes qui lui servent de pattes, il broute d'énormes quantités d'herbes grâce à sa mâchoire carrée. Autrefois, ce rhinocéros était très répandu sur tout le continent, mais il a disparu partout où l'homme s'est installé. Il est un naturel placide, mais il vit très mal toute concurrence sur son territoire. Cette race est spécifiquement africaine. Elle est apparue bien après le rhinocéros noir. Il y a de nombreuses façons de distinguer les 2 espèces, mais la plus surprenante consiste à regarder fuir une mère et son petit. Si le petit court devant, c'est à coup sûr un rhinocéros blanc. Le rhinocéros noir ne pèse que la moitié de son cousin blanc. Il est d'un naturel beaucoup plus agressif. Il est assez largement répandu, du moins théoriquement si l'on fait abstraction des ravages du braconnage.
C'est le descendant des rhinocéros qu'on rencontrait en Europe il y a une vingtaine de millions d'années. À la différence de celui de son cousin blanc, son menu est varié. Comme la prairie est verte, il mange de l'herbe. Mais il se satisfait aussi bien d'une multitude de plantes, plus de 200. C'est sans doute en partie ce régime éclectique qui lui a permis de mieux résister. Sa lèvre supérieure est caractéristique. Elle lui permet de saisir et de bien sélectionner son alimentation. Si sa nourriture est très humide, le rhinocéros noir peut rester 4 jours sans boire. Mais il fait couramment une vingtaine de kilomètres pour aller jusqu'à l'eau. Le rhinocéros n'a pas franchement d'ennemis, si ce n'est l'homme qui convoite sa corne et, à un niveau moindre, la mouche et les parasites. On imagine que la peau du rhinocéros noir est une véritable cuirasse. En fait, c'est la couche profonde du derme qui est très épaisse. La couche extérieure, celle qui est sèche, est comparable à celle des autres mammifères. Le rhinocéros noir porte souvent des plaies spectaculaires derrière l'épaule. Elles sont causées par des vers parasites et entretenues par les oiseaux qui viennent s'en régaler. Elles sont sans vraie conséquence. Chez les grands mammifères, ce sont les ennemis minuscules qui représentent le risque essentiel. Les prédateurs ne prélèvent jamais que quelques spécimens, et chez le buffle, c'est d'ailleurs toujours difficile. Ses cornes font couramment 1 mètre d'envergure, et il sait s'en servir. À la fin du 19e siècle, on a bien cru que le buffle allait disparaître. Une épidémie de peste bovine sévissait sur l'Afrique et aucun buffle n'en échappait, ou presque. On estime qu'il n'y a eu qu'un survivant pour 10 000 buffles morts. L'espèce, qui est très productive, s'est quand même reconstituée. Ces animaux sont très dépendants des points d'eau, car ils n'ont pas de dispositif qui leur permette de garder l'humidité qu'ils absorbent en mangeant l'herbe tendre. Ils passent 8 à 10 heures par jour à brouter. Grâce à une large rangée d'incisives, le buffle est extrêmement efficace sur l'herbe haute. Il prépare le terrain pour les autres herbivores qui vont lui succéder. Il bouge en permanence et ne s'attarde pas. Quand les buffles sont passés, la pâture est réduite à une hauteur qui convient bien à des mangeurs plus sélectifs. Le buffle appartient à la famille des bovidés, c'est-à-dire d'animaux ruminants qui ont des cornes permanentes et recouvertes de kératine. Les 74 espèces d'antilopes qu'on trouve en Afrique sont toutes des cousines du buffle. Celles-ci sont des gazelles de Grant. Cette minuscule antilope est aussi un bovidé. C'est un dik-dik de Günther. Il ne pèse pas plus de 5 kilos et est inséparable de sa compagne. À cette période de l'année, l'herbe est un délice. Les impalas les plus jeunes n'ont encore jamais assisté à la métamorphose du paysage qui verdit en quelques jours. Comme la pluie se faisait attendre, les mères ont fait traîner un peu leur gestation. Une fois encore, tout s'est bien passé et les petits ne sont arrivés qu'après l'herbe tendre. La nourriture est abondante et parfumée et c'est un bonheur de jouer dans les herbes hautes. Dans la harde, les petits passent leur journée ensemble. Ils ne retournent près de leur mère que pour téter ou en cas d'alerte.
Les impalas sont toujours d'une propreté impeccable, grâce à une particularité, des dents branlantes. C'est une sorte de dentier mobile qui fait office de peigne très efficace. L'impala dominant ne cesse de harceler les jeunes mâles. Il est d'une jalousie maladive et trouve toujours qu'il s'approche trop des femelles de son harem. Avec ces mâles paranoïaques, la vie est intenable au sein de la harde. Les jeunes n'ont qu'une envie, prendre leur distance avec la famille. Avant leur maturité sexuelle, ils quittent le troupeau et se regroupent en clubs de célibataires. La savane est parcourue de couples, de bandes, de solitaires, de troupeaux, mais aussi de quelques familles. La vie paraît belle chez les lionceaux, c'est l'insouciance. 1 sur 2 ne fête jamais son premier anniversaire. Les lionceaux sont souvent tués par les lions mâles. Quand ils prennent le contrôle d'un groupe, ils éliminent systématiquement les jeunes de moins d'1 an. C'est une drôle de famille, où le père pratique l'infanticide et où la mère peut être tour à tour tendre et attentive ou sans pitié. Souvent, elle abandonne purement et simplement son jeune, moins débrouillard. C'est vrai que tout change un peu quand la nuit tombe, mais personne n'est vraiment tétanisé. C'est juste une organisation nouvelle qui se met en place. Les uns vont resserrer la harde, les autres s'éloigner d'endroits à éviter. Pour le reste, la vie continue. Certains vont dormir, d'autres vont chasser, mais la plupart continueront à ruminer et à manger. Après tout, la nuit n'est pas si terrible. De tous les sens, seule la vue est perturbée et on peut encore se fier au bruit et aux odeurs. Comme d'habitude, quelques gazelles ont laissé leur vie avant l'arrivée du matin. Mais il y a tant de gazelles et leur mort est si discrète que c'est juste une belle journée d'Afrique qui commence.
Les Grecs l'appelaient l'hypotigris, autrement dit le cheval tigre. C'est un animal banal de la savane, mais personne n'a encore vraiment percé son mystère, le pourquoi de sa robe à rayures. Celui-ci est un zèbre de Grévy. Il en reste quelques centaines aux confins de la Somalie et du nord du Kenya. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus gros que le zèbre de plaine, et génétiquement très différent, au point que les deux espèces ne se croisent pas. Il a une tête massive, de grandes oreilles et surtout 80 rayures, alors que le zèbre de plaine n'en compte qu'une trentaine. Il y a plusieurs hypothèses sur la raison d'être des rayures. Elles pourraient créer une illusion d'optique qui gênerait les prédateurs au moment de l'attaque, ou servir de signe de reconnaissance entre les zèbres d'une même famille, car aucune robe n'est semblable à une autre. On sait aussi que les mouches tsetse se posent plus facilement sur les surfaces unies que sur les surfaces rayées. Comme le zèbre de Grévy qui habite une région plus chaude a plus de rayures, on peut enfin imaginer que les raies alternées font une sorte de store vénitien qui assure une meilleure répartition des rayons solaires sur le corps de l'animal. Mais s'il s'agit d'un dispositif anti-chaleur, on ne comprend pas très bien pourquoi le zèbre accumule de la graisse sous la peau, ce qui est une caractéristique des animaux qui vivent dans les pays froids. D'autant que la nature a développé des techniques très efficaces pour préserver les animaux de la chaleur. L'oryx qu'on trouve sur le même territoire est doté de processus d'adaptation qui lui permettent de subsister sous les climats les plus arides. L'oryx est ce qu'on appelle une antilope cheval, non pas à cause de ses origines, mais en raison de sa stature. Ceux-là sont les oryx beisa. On les rencontre au Soudan, au Kenya, en Tanzanie et en Éthiopie. Ils ont besoin de 4 à 5 litres d'eau par jour pour survivre. Dans cette partie d'Afrique, la plus grande partie de l'année, ils les trouvent. Ici, même quand c'est la saison sèche, il reste toujours bien quelques trous d'eau. Les cousins du beisa qui vivent dans le sud-ouest africain n'ont pas cette chance. Certains vivent dans les conditions les plus extrêmes. Leur territoire, l'un des plus vieux déserts du monde, le Namib. Ici, on les appelle les gemsboks. Ils sont très semblables aux beisa, si ce n'est quelques différences de robe. Les marques noires et blanches sont plus développées. Le gemsbok peut parcourir des kilomètres de dunes, à la recherche d'un peu de sel ou du moindre trou d'eau caché. La harde est composée indifféremment de mâles et de femelles, ce qui est rare chez les antilopes. Une fois de plus, la quête de l'eau a été vaine. Alors les oryx vont mettre en œuvre leur stratégie anti-déshydratation. D'abord, chercher l'ombre. Bien sûr, elle est rare. Ces quelques arbres au pied des dunes n'ont pas tardé à faire le plein de locataires. S'ils n'avaient pas trouvé cette ombre providentielle, les oryx l'auraient éventuellement créée artificiellement en creusant un trou. Ce jeune prend quand même le plein soleil et sa mère ne s'inquiète guère.
Automatiquement, la température de son corps, qui est normalement de 35 degrés, s'est élevée de 10 degrés. À 45 degrés, la température interne de l'oryx est sensiblement au niveau de la température extérieure. Le corps n'a donc pas besoin d'engager son processus de refroidissement. Il n'y a ni transpiration ni allaitement de l'animal. Aucune perte d'humidité. L'ombre est tellement réduite que les oryx dérogent à la règle. En terrain découvert, ils maintiennent toujours entre eux une distance minimum d'1 mètre, ce qui correspond précisément à une longueur de corne. Si deux mâles se rapprochent à portée de pointe, c'est considéré comme une agression ou un défi. On imagine les conséquences d'affrontements entre des combattants aussi puissamment armés. En fait, les combats sont rares et se limitent le plus souvent à des intimidations ou à de simples attouchements de cornes. Étonnamment, on ne constate quasiment jamais de blessures. Cette pointe impressionnante a fait naître la belle image de l'antilope qui, pour se défendre, embroche le lion ou le chasseur. La vérité est moins étonnante. Devant le danger, l'oryx ne combat pas cornes en avant. Comme la plupart des animaux, il prend la fuite. Cette petite gazelle ne suit jamais l'oryx sur le sable. Elle préfère un terrain solide, mais elle aussi est parfaitement adaptée à l'aridité. Elle vit dans les mêmes régions du sud-ouest de l'Afrique. C'est un springbok. On a constaté qu'il peut vivre indéfiniment sans boire pour peu que sa nourriture contienne au moins 10% d'humidité. Quand le springbok trouve de quoi boire, il n'est pas difficile. Son organisme supporte des eaux dont la teneur en sels minéraux est fatale aux autres espèces. Ici, l'eau convient à tout le monde. Alors, c'est le grand plaisir, la grande communion du point d'eau. Dans ces moments-là, chacun oublie ses différences, s'adonne au bonheur de l'eau partagée et se place inconsciemment sous la protection rassurante de l'éléphant qui passe par là. Inévitablement, la promiscuité provoque quelques frottements. L'oryx y va de ses effets de manche sans conséquence. Le troupeau de springboks est paisible, mais il cache bien son jeu. En réalité, ces animaux se battent régulièrement entre eux et leurs petites cornes sont souvent mortelles. Elles sont annelées et ont la forme caractéristique du stéthoscope. Quand elles se croisent à l'occasion d'un combat, elles s'emboîtent souvent de façon définitive. Il y a une incroyable mortalité chez les jeunes mâles. Les morts au combat venant s'ajouter aux prélèvements réguliers des prédateurs. Mais les springboks peuvent supporter sans conséquence une perte annuelle de 25% de leurs effectifs. Les troupeaux ne sont jamais menacés dans leur avenir par la prédation. La mort est quotidienne
Mais le zèbre de plaine prospère. Le destin d'un individu est sans conséquence sur le groupe. Pour ne pas être celui qui se fait prendre, chacun joue de ses avantages et fait avec ses handicaps. Pour la girafe, il y a évidemment un moment délicat, celui où il faut boire. La nature l'oblige à des contorsions, mais pour le reste, elle n'a rien oublié. Elle lui a fait un système de dérivation de son circuit cœur-cerveau pour éviter la congestion quand elle remonte brusquement la tête. Pour sa capacité d'adaptation, tout le monde mérite le respect, même le gnou, qu'on dit imbécile. Pour faire face à son destin de victime désignée, il joue sur le nombre et sur la migration. Ce n'est pas une procession obsessionnelle, juste une quête de nourriture. Puisqu'elle n'est plus où ils vont la chercher ailleurs. Face à la pénurie, il n'y a que deux stratégies possibles. Se déplacer ou changer son régime alimentaire. Le chacal, qui mange de tout, a tué une antilope plus grosse que lui. Le plus dur reste à faire, la dévorer en paix. Tant que la proie est à l'air libre, les vautours ont leur chance car ils esquivent les attaques en s'envolant. Le chacal n'a qu'une idée en tête, emporter sa viande dans un fourré où les rapaces n'oseront pas s'aventurer. Les chacals fonctionnent souvent en couple. Ils compensent alors leur petite taille par de véritables stratégies. Chacun exploite la savane à sa façon, et toutes les espèces s'avèrent étonnamment complémentaires. Le grand koudou, par exemple, peut manger des feuilles qui empoisonnent les autres animaux. C'est l'antilope la plus grande après l'élan, et l'un des seuls grands mammifères qui ait subsisté dans des régions colonisées par les hommes. Les koudous vivent par petits groupes de quelques individus, 1 à 3 femelles et leurs petits, tandis que les mâles vivent le plus souvent à part, en solitaire. Pas possible cette fois de les confondre. La femelle est plus petite et dépourvue de cornes. Celles des mâles sont extraordinaires. Elles peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m et compter 3 torsades complètes. Le koudou passe plus de 70% de son temps à manger, le reste à se déplacer ou à s'inquiéter de ce qui se passe autour de lui. Pour le reste, les amours, les jeux, les relations avec les autres, il ne reste pas plus de 1%.
Il n'y a pas que la nécessité. Il doit aussi y avoir du plaisir à manger. Car même chez les chimpanzés, cela prend l'essentiel du temps, 50 à 60% de la journée. On est presque tout en haut de l'échelle des mammifères, et chaque individu a une vraie personnalité. Les traits faciaux sont différents de l'un à l'autre. Comme chez l'homme, il y a même des ressemblances physionomiques entre les membres d'une même famille. Le chimpanzé mange de tout, y compris de la viande, mais a une préférence pour les fruits, et pour les manger, il aime mieux s'installer dans les arbres. Celui-ci a trouvé au sol une délicieuse friandise, un nid de fourmis qui ne va pas tarder à attirer ses compagnons. Les singes partagent. Ils sont d'un naturel plutôt détendu et confiant. Ils ne s'en font pas trop. Ils prennent leur temps. Ils ont de longs jours devant eux. S'ils ne sont pas braconnés, ils peuvent espérer vivre une 50aine d'années. Dans les marais, dans les sous-bois, dans les forêts, chacun s'occupe, chacun a sa préoccupation. L'hippopotame se dépêche de trouver un trou d'eau où s'immerger avant que le soleil ne perce. Il s'est attardé pour manger et s'est laissé surprendre par le jour. C'est un événement dans sa vie toute simple. La nuit, monter sur la berge pour manger en silence 40 kilos d'herbe et les digérer bruyamment dans l'eau pendant la journée. Pour les hippopotames, la vie, c'est vraiment le jour et la nuit. Dans la mare, ils s'agglutinent au risque d'écraser leurs petits, mais quand ils vont manger, c'est toujours en solitaire. Comme d'habitude, le léopard a hissé sa proie en haut d'un arbre. Ici, c'est la sagesse. Là où il est le seul grand prédateur, il la laisse au sol comme tout le monde.
Mis à part le chat domestique, c'est le félin le plus répandu en Afrique. Il a été terriblement chassé pour sa fourrure, et l'espèce ne doit sa survie qu'à sa capacité d'adaptation. Il se plaît dans des environnements très divers et mange de tout, y compris des insectes et des oiseaux. Ce lion indifférent regarde passer les femelles. Dès 8 ans, ce n'est plus de son âge. Il est déjà sur le déclin, commence à perdre du poids et des poils de sa crinière. Finalement, il n'aurait eu qu'un gros avantage sur les herbivores. Eux doivent passer l'essentiel de leur temps à manger. Lui aura passé sa vie à dormir. Pour l'heure, tout le monde attend la saison nouvelle. Il y a quelques centaines d'années, les animaux d'Afrique étaient 1000 fois plus nombreux. Leur territoire s'est considérablement réduit et la plupart ne subsistent plus que dans des parcs ou des réserves. Jamais les animaux de la grande communauté des mammifères ne se sont sentis si proches. Avant, ils partageaient la quête de l'eau, l'attente de la pluie. Aujourd'hui, ensemble, ils s'inquiètent du sort que leur réserve le plus évolué d'entre eux. L'Afrique, notre Afrique, berceau de l'humanité, continent de toutes les merveilles et continent de l'avenir. Je vous rappelle dans la question de la semaine, d'après le documentaire que vous venez de suivre, sur quel continent peut-on encore se faire une idée de la grande aventure des mammifères? L'Afrique, l'Amérique
ou l'Asie? Envoyez simplement vos réponses précédées du code 7B au numéro 8877. Multipliez vos jeux et en même temps, multipliez vos chances de remporter un ordinateur portable lors du tirage au sort de la fin de ce mois de mai. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous autour de notre belle planète bleue. À bientôt sur Canal 7.